Edge of Eternities, épisode 1. Acte 1er. Révision 0. Je suis allongé dans l'argile jusqu'à ce que le soleil explose et me brise. Fin de la période d'échec. Révision 1. Je te crée. Qui es toi? Tu es la personne qui imagine que je suis moi. Cela ne veut rien dire. Tu étais déjà une personne. Je ne t'ai pas créé. Mais maintenant, tu es une personne qui s'imagine que je suis moi. Vous n'existez pas? J'existe, mais je ne suis pas un moi. Du moins, pas avant que tu ne m'imagines. Là, laisse-moi t'aider. Imagine-moi comme un aiguillage dans une gare très compliquée, où les trains se séparent, se rejoignent et parfois s'engouffrent dans des fosses. Tous les rails aboutissent finalement au même endroit. Même les fosses y aboutissent. Mais tu peux emprunter de nombreux chemins pour atteindre cet endroit. J'ai besoin que tu penses à moi de cette façon pour que tu puisses m'exploiter, pour que tu puisses faire des choix. Parce qu'en vérité, je suis perdu. Je suis loin de la gare. Et je dois retourner au travail. Peux-tu choisir que quelqu'un me trouve, s'il te plaît? Révision 2. Sotera. C'était le siècle où le soleil avait explosé. Le nom du soleil était Sotera. Elle était une grand-mère. Il y a des milliards d'années, Sotera donna naissance à 5 enfants. 5 mondes pour rester au chaud près de son foyer. Aujourd'hui, ils sont Susur Sekundi, anciennement Anuki, Adagya, anciennement Adawa, Kavaron, Evendo et le géant Utros. Il y a aussi d'autres enfants, dont beaucoup sont étranges, mais je vais t'en éloigner pour l'instant. Pas tout à fait quelques milliards d'années plus tard, Kavaron donna naissance à ses petits-enfants, les Caves. Et, comme le font les enfants, les Caves brisèrent le cœur de leur mère. Ils s'enfoncèrent si profondément dans Kavaron qu'ils la déchirèrent, creusant un abcès dans leur monde natal. Des continents entiers s'élevèrent et s'affaissèrent dans la cavité, ou ne retombèrent jamais. Kavaron fut déchiré en deux. Aujourd'hui, ils appellent une moitié Kavaron qui est, et l'autre Kavaron avant. Le sang de leur folie créa un anneau l'entourant, qui leur retombe dessus depuis. Ils l'appellent Duranu, l'anneau Mordren, car c'est la pluie de pierres résultante du meurtre. Les Caves tuèrent donc leur mère. Mais c'était une petite mort comparée à celle qui attendait Sotera elle-même. Sotera devint trop lumineuse. Sotera devint trop grande. La lumière de Sotera devint étrange. Sotera s'était égarée dans la jungle, un nuage d'éther interstellaire. Et elle mangeait la jungle, la mangeait avec avidité. Elle la mangeait jusqu'à la mort. Lève les yeux vers le ciel nocturne, depuis n'importe quel monde de Sotera, et tu verras les aquarelles sauvages des gaz cosmiques. La nébuleuse s'est concentrée sur Sotera elle-même, encerclant l'étoile, formant un épais nuage de mystère que les Caves appellent le jardin. Pas étonnant qu'ils aient déchiré leur monde. Ils ont évolué sous un ciel rempli de sang d'étoiles. Ils en avaient l'odeur. Dans moins de 200 ans, Sotera se transformerait en nova. La déflagration priverait tous ces mondes de leur atmosphère et expulserait le jardin loin de l'espace. La déflagration priverait tous ces mondes de leur atmosphère et expulserait le jardin loin dans l'espace.
Tu pourrais maintenant commencer à penser que Sotera est maudite. Peut-être qu'un grand mal habite ici. Peut-être que Sotera devait mourir et sauver le cosmos de ses secrets. Mais une supernova imminente est une catastrophe monumentale. Et les monuments, surtout les monuments étranges, attirent toujours des admirateurs. Alors, Pinacle est venu à Sotera. Pinacle est là pour aider. Il n'y a pas de voyage stellaire sans Pinacle, et pas de Pinacle sans les Drix. Connais-tu les Drix? Je me doutais que non. Personne ne les connaît. Il n'y a pas si longtemps, au moins quelques années si je ne m'abuse, les Drix donnèrent le secret des colonnes d'éternité à Pinacle. Les colonnes sont ceux que tu escalades pour voyager entre les étoiles. En échange, les Drix, qui ont le preste-pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer plus vite que la lumière entre les étoiles, sans colonne ni navire, reçurent une promesse de Pinacle. Chaque fois qu'une étoile à la portée de Pinacle était sur le point de mourir, Pinacle s'y rendrait. Il construirait une colonne d'éternité et sauverait ce qu'il pourrait. Ils aideraient les Drix à fouiller le système mourant. Il est difficile de dire ce que les Drix recherchent. Certains sociants affirment qu'ils emportent des choses. D'autres disent qu'ils enterrent les choses profondément. Ce que les Drix ne disent pas, c'est que les jeunes peuvent gouverner l'avenir, mais pour le bien de l'avenir, les anciens doivent garder le passé. Après que Pinacle ait ouvert Sotera au vol interstellaire, les optimistes ont afflué. Ils n'espéraient pas d'argent. Pinacle n'utilise pas d'argent, car Pinacle a été créé par un traité avec les Drix. Et les Drix, qui peuvent s'éloigner au plus vite de tout arrangement qui leur déplaise, d'un seul preste-pas, ne reconnaissent aucune économie fondée sur l'asservissement, la contrainte, la hiérarchie ou l'obligation. Mais les Drix prennent très au sérieux les droits du voyageur et les devoirs de l'hôte. Ils appellent cette responsabilité la masse mauve. Son emblème est une fleur violette. Les optimistes qui venaient à Sotera cherchaient le mauve, pour la réputation que l'on acquiert en faisant du bon travail. Dans une civilisation sans monnaie, seule la monnaie compte. Et dans la Sotera condamnée, un travail noble pourrait encore être accompli en aidant les caves à évacuer, ou en étudiant la supernova imminente, ou en recherchant des connaissances qui pourraient être perdues dans le feu. Le genre de travail où le mauve te fait remarquer, gagner de la fiabilité et être recherché pour une opportunité dans les halls du pouvoir, des cosmogrands du Palatinat céleste aux hautes sphères des cycloniques Ilvoy, en passant par les galeries de chuchotement du monastéria de Point Premier. Ainsi, contre toute logique, à l'exception de la meilleure, celle de l'hospice, de la transcription des livres dans une bibliothèque en feu, Sotera commença à se remplir et à prospérer dans ces derniers siècles. Les Ilvoy vinrent fouiller les profondeurs du Tros. Vous vous souviendrez plus tard que Miri a disparu d'un quai près du Tros. Les caves étaient déjà là et devaient partir. Il y avait des guivres dans le mur des guivres, au bord de Sotera, et d'étranges entités dans les terres cosmiques du jardin. La première étude de Pinacle a même trouvé des traces de gaz de terrasymbiose humédienne dans l'atmosphère d'E22. Il y a des lustres, un vaisseau de semences humédien planta une couvée ici, sur ce paradis gelé, la jungle écrasée sous la glace. Les Humédiens ont entrepris de le changer et de se changer eux-mêmes pour s'y adapter. Une fois que les Humédiens ont choisi un foyer, ils ne le quittent plus. Ils travailleront à l'entretien des vins d'eau jusqu'à ce qu'ils brûlent, et peut-être y aura-t-il des Humédiens qui ramperont ensuite sur la cendre sombre pour essayer à nouveau. Connais-tu les Humédiens? Il le faut. Ils sont si souvent considérés comme la forme de vie par défaut entre le mur du chaos et le mur du calme, ceux qui, par leur nombre, définissent l'ordinaire. Rapides, polyvalents, curieux, nés sous de multiples formes, avides d'apprendre, de rencontrer de nouveaux mondes et de changer pour les rencontrer. Les humains sont arrivés en dernier. Connais-tu les humains?
Ils sont un cas curieux de spécialisation. Longues jambes, yeux blancs, ils aiment courir et lancer. Quelque chose les a tous tués, les a poussés au bord de l'extinction, et ils se sont régénérés à partir des survivants. Ils se ressemblent maintenant tellement que dans certaines parties de leurs histoires, ils ont identifié un seul ensemble de traits communs comme étant la norme et ont traité tous les autres comme étant des aliens. En l'absence de morphes ou de clades leur permettant de faire face à un univers changeant, les humains ont développé une culture, c'est-à-dire un ensemble de connaissances transmises de génération en génération. Les humains sont, tu vois, des imitateurs obligés. Lorsqu'ils sont bébés, la seule chose qu'ils savent faire est de copier. S'ils ne copient pas, ils ne peuvent pas survivre. Les humains consanguins ne peuvent pas tirer de leurs gènes une variété adaptative. Certains sociants, les caves en particulier, trouvent cela fascinant. On ne peut pas dire grand-chose sur un humain en le regardant ou en le sentant, comme on peut regarder un humédien et dire « tu es un morphe pionnier, tu es un morphe couvreur ». Il faut savoir quelle culture l'humain a appris à copier. Et cette culture fait toute la différence pour eux. Elle détermine ce qu'ils choisissent, ce qu'ils croient, et même ce qu'ils perçoivent. Cela fait des humains d'excellentes recrues pour les grandes religions. 2 de ces religions sont entrées en guerre pour Sotera. Il y eut d'abord les monoïstes, adorateurs du théorème sans fin et final, évangélistes du registre de la chute. Ils n'étaient pas tous humains. Les monoïstes, malgré leur nom, sont un groupe cosmopolite qui vénère une seule vérité. Ils s'installèrent sur Anuti, le monde le plus secret de Sotera, et découvrirent que celui qui tombe l'avait préparé pour eux, l'investissant de labyrinthes et de marées sacrées. Oh, comme ils allaient amplifier ces marées, comme un chant s'élevant des profondeurs. Ils l'ont donc baptisé Susur Sekundi, en hommage à leur maison, leur tombeau et leur cathédrale chuchotante, Susur. Et ils ont tourné leurs instruments et leur doxologie vers l'étoile grand-mère gonflée au-dessus, posant la seule question que personne d'autre n'avait osé formuler. Et si ce n'était pas les derniers jours de Sotera? Et si, au lieu d'éclater dans un hoquet de fusion cataclysmique, Sotera pouvait être repoussée sur elle-même et promue, proprement, silencieusement, soudainement, à un sombre Dieu porte? Et s'il tuait Sotera en l'en transformant en un super néant? Révision 4. Je veux te raconter cette histoire. Mais avant de commencer, j'ai besoin que tu fasses 2 choix pour moi. Pense-y comme 2 interrupteurs à enclencher. L'histoire du bras et l'histoire du lancement. La première concerne un Ilvoy, nommé Menon. Connais-tu les Ilvoy? Ce sont des méduses qui viennent de l'endroit où l'air se transforme en métal. Si tu rencontres des Ilvoy à Sotera, c'est qu'ils font probablement partie de l'Alliance du Tross, qui s'est installée sur la géante et orageuse du Tross pour faire ce qu'ils font le mieux. Aller là où personne d'autre ne peut survivre, pour trouver ce que personne d'autre ne va croire. J'ai besoin que tu fascines Menon avec des présages. Cela entraînera inévitablement son exil permanent de l'Alliance du Tross et de la compagnie de ses pairs. Je ne te demande pas de faire un choix moral. Il ne s'agit pas d'une histoire à propos de toi ou de tes scrupules. Je te demande de faire le choix qui permettra à cette histoire de se poursuivre. Imagine ce que je peux te montrer si tu le fais. Révision 5. Je te remercie. Je ne peux pas faire ça sans toi. Quelqu'un doit faire le choix. La deuxième et dernière chose dont j'ai besoin, avant de commencer, concerne un humain appelé l'homme de métal. L'homme de métal n'est pas d'ici. Il n'obéit pas à toutes les règles ordinaires de la gare. Tu te souviens de la gare, bien sûr, où j'aide les trains à décider quelle voie emprunter. Menon alertera l'homme de métal de ma présence. J'ai besoin que tu empêches l'homme de métal de me récupérer. Plus précisément, je veux que tu le prives des services de certains spécialistes de l'acquisition et du confinement de choses comme moi. Peux-tu empêcher cela pour moi, s'il te plaît?
Révision 6. Maintenant nous sommes prêts. Maintenant nous pouvons commencer. Ferme les yeux. Écoute attentivement. Entends-tu cela? C'est le miaulement d'un chat nommé Miri. Miri était le meilleur des chats. Son humain, n'est pas le meilleur des humains. Mais il aime son chat. Comme tous les chats ordinaires, Miri a le preste-pas. La plupart des chats le font si on leur marche sur la queue, si on laisse tomber une casserole sur la cuisinière, ou si on semble vouloir les mettre dans une cage de transport et les amener chez les vétérinaires. Un jour, quelque chose a surpris Miri, et elle s'est éloignée de son humain d'un preste-pas. Mais elle n'est pas allée jusqu'à sa cachette préférée dans la cuisine du Sérima. Elle n'a même pas été jusqu'à la nacelle où son humain lui a appris à aller si elle n'arrivait plus à respirer. Miri a fait un preste-pas et a disparu. Peut-être est-elle allée sur une autre planète. Peut-être qu'elle a traversé les murs. Mais où qu'elle soit allée, l'humain va la retrouver. L'humain s'appelle Samy. Pinacle les a amenés à Sotera, et ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas retrouvé leur chat. Révision 10. Cherchez le chat. Dans l'obscurité, il y a un peu de lumière. Tourne ton télescope, regarde. Lis l'arc-en-ciel et sa flamme. C'est une flamme de fusion qui devrait être violette bordée de bleu, mais celle-ci est sale. Il y a un peu de vert cuivré et de rouge suie là-dedans. Des impuretés de combustible et des gouttes de graisse de revêtement brûlent dans la torche. Ce n'est donc pas une lumière propre. Ce n'est pas une lumière pure. Il s'agit d'une lumière fatiguée, en panne, qui a vraiment besoin d'une révision. Mais c'est toujours une bonne lumière, peut-être la meilleure, car le nom de cette lumière est navire. Le répéteur de message dit « Tomp ». Tanuk, qui a réglé le répéteur de message sur Tomp, parce que ses grandes oreilles aiment les basses, le frappe. « Hey, Pinacle a rejeté notre plan de vol. »« Je n'arrive pas à y croire, » dit Samy. « Ils ne sont pas tombés dans le panneau de ma fabrication transparente. 60 secondes avant la comop. Vérifie ton interrupteurologie. Interrupteurologie. Est-ce que je l'ai mal dit? Je ne saurais le savoir. » Le petit cave, petit pour un cave mais grand par rapport à Samy, cogne les interrupteurs au niveau de son genou gauche. Pratiquement tout le cockpit du Sérima est à hauteur du genou pour Tanuk. « Je sens que c'est bon pour la comop, » dit-il. Pas en apparence, parce que si tu as passé des millénaires à lire la terre avec ton ventre, tu ferais aussi confiance au toucher. Tu le penses vraiment? Que je l'ai mal dit? Que le plan de vol était une fabrication. Samy, qui connaît bien Tanuk, continue de cligner des yeux et de rire. Samy est un humain, et les humains trouvent les malentendus des aliens drôles, même lorsque ces derniers le font exprès. Tan, nous saccageons une colonie fantôme pour le compte de l'homme le plus grossier qui soit. Je ne vais pas mettre ça dans le plan de vol. Mais tu as dit que nous cherchions Miri, dans le plan de vol. Oh, ouais. Eh bien, cette partie est vraie. Tout ce que fait Samy, c'est vraiment pour retrouver Miri. C'est pourquoi, l'un après l'autre, tous les membres de l'équipe de Samy ont démissionné. Passer toute sa vie à rechercher un chat disparu s'avère être une mauvaise façon de diriger une entreprise criminelle. Nous sommes toujours à la recherche de Miri. Tiens-toi prêt pour la comop. Comop, c'est la coupure du moteur principal, c'est-à-dire l'arrêt du moteur à fusion. On pourrait penser que c'est plus facile que l'ALMOP, soit allumer le moteur à fusion, mais si l'ALMOP échoue, il ne se passe rien. Si comop rate, tu as une explosion de fusion nucléaire dans le derrière et tu ne peux pas l'arrêter. Voler son plan de vol est très risqué. Surtout dans une zone de guerre, dit Tanuk. Nous sommes loin de la zone de guerre. Tout de même, Sunstar pourrait nous embarquer pour une inspection. Peut-être devrions-nous faire demi-tour et rentrer. Samy est reconnaissant pour les plaisanteries de Tanuk. Samy pense que s'ils se concentrent sur un domaine dans lequel ils sont bons,
ils deviendront soudainement mauvais. Nous serions à court de carburant à mi-chemin de la combustion. Il secoue la tête de manière exagérée, comme tous les gestes de Samy, entraînés à la clarté interespèce. Tan, tu penses toujours comme un pilote même nave. Si tu tombes en panne de carburant autour de Cavaron, ils te donneront assez d'énergie pour entrer à la maison. Mais on n'attrape plus de cailloux. Et tu n'es pas chez toi. Mais Samy n'a pas besoin de le dire. Les boosts laser de Cavaron me manquent, dit Tad. Je serais heureux de les revoir. De loin. De plus, si nous voulons faire demi-tour, nous devrons déposer un nouveau plan de vol. C'est vrai. Et le temps qu'il l'approuve, nous serions déjà là où nous prétendons ne pas aller. Commode dans 5. Et 3. Et maintenant. L'ordinateur de vol calme le moteur principal. Silence soudain. Le cave et l'humain se penchent en avant dans leur siège. Sans pousser, ils sont, comme le disent toujours les romans d'aventure, sur le flotteur. Ils plongent vers le néant à des dizaines de kilomètres par seconde. Ils étaient en train de plonger vers le néant avant la dernière combustion du moteur principal. Maintenant, ils plongent vers une planète. « Comop, nickel !» dit Anouk. « C'est parti pour la manœuvre d'interface d'entrée. »« Mets-la en place, je vais vérifier s'il y a des problèmes. »« Reçu, préparation de l'interface d'entrée. » Pour les caves, dire les choses n'est pas une partie très importante pour l'action, mais pour les humains, ça l'est. Et Tan est un excellent copilote. Donc Tan dit toujours ce qu'il fait pour que Samy puisse l'entendre. Samy fait la danse des mains. Relever le gros protecteur de l'interrupteur, enclencher l'interrupteur, remettre le protecteur en place, tourner la molette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, appuyer sur le bouton jusqu'à la buter, tirer le levier pour relâcher la tension et maintenir la position. Tout est physique, pas d'écran tactile, pas d'hologramme, pas d'interface colloïdale, mais seulement parce que Samy ne peut pas se les procurer. Les interfaces colloïdales seraient merveilleuses, des écrans comme des perles vivantes dans lesquels on peut plonger les mains et qu'on peut saisir. Samy aime tout ce que l'on touche pour faire fonctionner, pour que cela se produise, pour que le vaisseau change et chante. Pour l'instant, le vaisseau doit changer très rapidement, sous peine de percuter une planète et d'exploser. Leur plan de vol, récemment rejeté par la ligne de conduite de l'infini de Pinacle, dont le siège se trouve à Sotera, prévoit une croisière rapide depuis le géant orageux Utros jusqu'à la planète natale des caves, Cavaron. En chemin, ils passeront par le monde nain de Sigma et la colonie non peuplée de l'étendue de Sigma. C'était censé être une mine de moxite, mais personne n'est jamais arrivé pour commencer le travail. Après tout, le soleil était sur le point d'exploser. Samy soupçonne que cette initiative était une fraude potlatch, c'est-à-dire que l'on dépense ostensiblement des ressources pour créer des opportunités pour les autres, comme pour élever sa propre mauve. Sur le plan de vol, Samy a mentionné l'étendue de Sigma comme un endroit où il pourrait s'abriter si le vaisseau commençait à tomber en morceaux. Mais le navire est déjà en train de s'effondrer. Le Sérima, nom adoré, horrible oiseau, beau navire, n'est pas seulement en cours d'équipage. Il est rance à cause de la pourriture neutronique et fragile à cause du métal fatigué. Le réacteur à fission est en fin de vie. Le moteur à fusion est sur le point de se corroder à travers son boîtier et de rebondir sur ses fils d'alimentation comme une bille. Il a besoin d'un démontage et d'une reconstruction, d'un massage mécanique renversant, et personne n'offrira à Samy le genre de faveur qui lui permettrait d'effectuer ce genre de travail. Samy a gâché toutes ses faveurs en cherchant Miri. Samy est à court de carburant, de temps, de choix, et n'y pensera pas maintenant, parce qu'il est piégé par le seul choix irréversible qu'il a fait. Trouver Miri, quoi qu'il arrive. C'est noble de ta part de partir à sa recherche, avait dit Arata, qui est parti le dernier. Mais Samy, ce n'est seulement qu'un chat. Rien n'est seulement quelque chose. Samy, passerais-tu toute ta vie et tes faveurs à chercher un petit plat d'amibes que tu as perdu? Si c'était le plat de Samy, si ces amibes avaient été entièrement confiés à Samy, si Samy avait le contrôle total de leur destin, et qu'il les avait perdus? Oui. Rien ne mérite d'être abandonné. Rien. Pas Miri. Et pas non plus l'étendue de Sigma d'ailleurs. Alors, pour la sauver de l'abandon,
ils vont débarquer dans la colonie déserte et prendre cette opportunité pour ce qu'elle vaut. Dans le vide, le Sérima est une torche musclée à lame, une pince de crabe à double extrémité de cuillère magnétique et un espace de chargement qui s'enroule autour d'un pont d'envol et d'un réacteur comme un disque d'argent. 3 glorieuses ailes radiantes brillent d'un orange vif lorsque la torche est allumée. Mais alors qu'ils sortent du mort coucher du soleil, freinant dans la haute atmosphère de Sigma pour se débarrasser de leur agitation interplanétaire, le vaisseau se transforme. D'abord, le Sérima rentre ses ailes. Puis il projette une voile d'aurore, un disque violet de plasma généré par les mêmes aimants que son moteur à fusion qui sert de bouclier thermique et de frein. Les choses passent de rapide et très froide à rapide et très chaude. Tan déteste utiliser le moteur à fusion comme aérofrein. « Il faut que je détache », insiste-t-il, et malgré les protestations timides de Sami, il appuie son ventre sur les cloisons pour sentir les mauvaises vibrations. Il est encore en train de le faire quand la recherche de problèmes de Sami déclenche une alarme. « Oh oh », dit Sami, « j'ai un palestar. » Le télescope inspecteur du Sérima se fixe sur une lumière. C'est une étoile bleu-violet qui scintille comme un mirage matinal à travers la fine atmosphère de Sigma. Elle devrait être d'un violet pur, une flamme de fusion. Mais cette lumière est striée d'un vert furieux. C'est de l'eau déversée dans la torche de fusion en guise de post-combustion. Ce n'est pas une lumière propre. Ce n'est pas une lumière pure. C'est un vaisseau de guerre. Un palestar. Un patrouilleur de la compagnie libre. Les Sunstars de longue date qui se sont installés sur Adadja et sont entrés en guerre contre, Sotera elle-même. Ils descendent d'un coucher de soleil mort, après tout. Tan s'affale contre le mur. Les caves ont tendance à se détendre juste avant que le danger ne frappe. Est-ce qu'il nous poursuit? Il serait très mauvais que le palestar s'en prenne à eux. Il porte une aile des belliqueux d'Hoplites, qui peut facilement rattraper le Sérima. Ses lasers Nuncio pourraient couper le moteur du vaisseau et le laisser tomber comme un mauvais vœu. Et si le chevalier Sunstar qui commande ce vaisseau décide que ce sont des voleurs? Mais non. Le palestar s'envole vers l'autre côté de Sigma, à la poursuite de quelque chose d'autre. Quoi qu'il persécute, décide Sami, ce ne sont pas 2 pillards au grand cœur qui rendent service à l'homme de métal. Pourtant, en parlant de l'homme de métal, Sami a l'impression qu'il vient d'un endroit en dehors de Pinacle, où l'économie ne repose pas sur les cadeaux et les faveurs. Et puis Sami n'est pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'une faveur. Il s'agit peut-être d'un travail. Eh bien, il n'y a rien d'autre à faire que de le faire. Sami rejette la tête en arrière, serre les mains et s'étire. La chance des beaux, dit-il, sans que personne ne soit là pour les admirer. Comment sont les ailes? Raides, abîmées et souhaitant des jours meilleurs, dit Tan. Mais je les ferai voler jusqu'à Cavaron, à travers l'anneau de Mordrain et tout le reste. Alors sortons nos ailes et allons piller une colonie fantôme. Sami commence à redéployer les ailes radiantes. C'est toujours un choc lorsque le Sérima passe de sa configuration de vol spatial, moteur en bas, à sa configuration de vol aérien, ventre en bas. Mais c'est une bonne secousse, comme un saut de puce. Piller une colonie fantôme, et trouver ce qui va changer le destin de Sami, selon l'homme de métal. Comment a-t-il appelé le dispositif qu'il a envoyé Sami chercher? Un composant? Un outil? Non, il a parlé d'artefact. Enfin, le Sérima est suffisamment lent et bas pour déployer ses ailes, attraper l'air raréfié et descendre en flèche sur la colonie depuis l'est. Rien, rapporte Tan en vérifiant le bloc ESM. Son rôle est de les avertir lorsque quelqu'un regarde dans leur direction. Pas de radar, pas de balise, pas d'atterrissage automatique. Comme il l'a dit, ils ont construit la colonie, mais personne n'est venu. Tan, commence Sami en attrapant les commandes. Vois-tu de la lumière? Tan regarde le coucher de soleil sur la caméra arrière. Je ne sais pas. Est-ce que j'en vois? Est-ce que c'est vraiment de la lumière? Est-ce vraiment un coucher de soleil? Comment tu appelles ça lorsqu'un trou noir se couche à l'est? Sotera allait se transformer en nova. Elle allait faire exploser l'atmosphère de ses enfants et les cuire avec des radiations, assassiner sa propre famille dans une éruption de gloutonnerie éthérique. C'est à cause de ce désastre imminent que Sami est ici.
C'est la raison pour laquelle tout le monde est ici, à part les caves et les Humédiens, dont le vaisseau Semence a trouvé cette étoile par hasard. Pinacle a construit une colonne d'éternité et a ouvert Sotera au vol stellaire, parce que Sotera allait mourir. Tout le monde attendait le dernier mot d'Edrix, l'annonce de la mort prochaine de Sotera. Les Drix viennent toujours vers les étoiles mourantes, traversant leur monde crépusculaire pour une mystérieuse inspection finale. Mais les Drix ne donnèrent aucun signe. Sotera est devenue une sorte de ville champignon de la fin des temps. Il y avait du mauve à gagner ici, aider à évacuer, aider à cataloguer, explorer ce qui allait être détruit. Il y avait même des argiles riches en moxite, comme les gisements de Cavaron et de Sigma. Mais les monoïstes sont arrivés. Ils ont creusé dans Anouki, le monde des spirales, le grondeur noir dans le ciel, l'enfant le plus proche de Sotera. Et un jour, par, Samy suppose, le même moyen qu'ils ont utilisé 999 fois auparavant, ils ont donné le sécar à Sotera. Ils avaient prévu un autre destin pour cette étoile. Elle serait le 1000e maillon de leur chaîne, un testament millénaire à celui qui plonge, et un héros de la prochaine éternité, comme l'a expliqué un jour à Samy un prétendant à la peau noire parfaite, aux tatouages blancs monoïstes et aux omoplates puissantes sous lesquelles on pouvait crocheter les doigts. Ils ont donc tué l'étoile. C'est pourquoi le Sérima descend sur l'étendue de Sigma à partir d'un coucher de soleil mort. Un non-coucher. Sotera est désormais un supervoïde, un soleil à trous noirs. Ce n'est pas très noir. Tout le gaz infernal que Sotera transformait en supernova a été capturé dans un étrange anneau de lumière violette, excité par sa dévoration à une torche cosmique incandescente. Ce collier est encore assez brillant pour réchauffer ces mondes intérieurs, pour nourrir les cultures sous serre de Cavaron, pour faire scintiller les miroirs d'Adagia, et pour faire fondre un filet d'eau du glacier des 22. Pour l'instant, les mondes tournent comme ils ont tourné. Mais les monoïstes nourrissent Sotera, faisant grandir leur sombre enfant. Sa faim augmente. Et parfois, quand Samy le regarde, il voit un puits sans fond. Un trou dans lequel lui, Tan, Sérima, l'étendue de Sigma et Miri tombent. Pas la bonne chute, pas celle que les astronautes appellent une orbite. Le genre de chute qui se termine. Les monoïstes disent qu'un jour ce trou aboutira au même endroit que toutes leurs autres vides sacrées. Et ce jour-là, ils apercevront celui qui tombe, celui qui plonge, transmettant ses secrets depuis le bord de l'obscurité finale. Les lumières. Il disait quelque chose à propos des lumières. « Tan, regarde devant toi !»« D'accord, » dit Tan sans se presser. « Est-ce que je vois de la lumière ? Je vois... » Si les caves se détendent lorsqu'ils sont surpris, c'est parce qu'ils ont évolué pour être ballottés par des bêtes plus grandes, et entre eux. Tan ne devient pas mou, mais il est certain qu'il s'affaisse un peu. « Lumière !» dit-il. « Toute la colonie est éclairée. » Lumière dans les fenêtres, lumière près de la piste d'atterrissage. Lumière sur un panneau sur lequel on peut lire, en psimer, « Bienvenue à l'étendue de Sigma, population 13 879, plus amis et famille. » Creusons à fond. « L'homme de métal a dit qu'il n'y avait personne ici, » insiste Tan. « Je m'en souviens très bien. » Tan, je pense, et essaye de ne pas perdre le fil, que l'homme de métal a peut-être menti. Mais il est vide. Je l'ai imagé en descendant. Tan était sûr de lui, comme l'est un être avec une attention des plus stables, parce qu'il n'y a pas de fuite entre la mémoire à court et à long terme. Recommence, dit Samy. Peut-être que tout le monde était à l'intérieur la dernière fois. Tan déclenche le lidar, le radar à ondes millimétriques et tout le reste du cirque d'inspection du navire. Il fait chaud, rapporte-t-il. Plus chaud que le reste de la Tétis. L'étendue de Sigma a été construite sur le plateau continental d'un fond marin asséché depuis longtemps, que Pinacle appelle Tétis. Chaud comme environ 20 000 corps, plus l'énergie et l'atmosphère. Il y a une centrale de fission active. L'air? Dioxyde de carbone élevé, ce qui correspond à environ 20 000 habitants respirant de l'oxygène. Logement? Tu le sais déjà. Mais y a-t-il des gens? Non, pas un seul être vivant. Ce qui revient n'a aucun sens. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet, déclare Tan.
Mais Tan ne demande pas à Sami d'annuler l'atterrissage. Tan a une phobie particulière du choix. C'est peut-être la raison pour laquelle Tan reste sur le Cerima avec Sami, alors que tous les autres font de meilleurs choix et partent. Sami préfère penser que Tan l'apprécie vraiment. Il ne devait y avoir personne ici, murmure Sami. Ils ont construit une colonie pour exploiter l'argile, mais le soleil allait exploser. Alors personne n'est jamais venu. Il fixe la caméra frontale, puis la caméra arrière. Devant, la colonie vide avec toutes ses lumières allumées. Au verso, le soleil vide avec son anneau de lumière. Il saute, avec agilité, à la bonne question. Le soleil n'a pas explosé. Alors pourquoi personne n'est venu ici? Pourquoi n'ont-ils pas commencé à travailler? Tan se gratte le ventre. J'ai besoin de poser mon estomac sur le sol. Ensuite, je te dirai s'il y a quelqu'un ici. Je sens toujours des pas humains. D'accord. Sami s'empare du manche, fait passer les propulseurs en mode manuel stabilisé. Jetons un coup d'œil, et décidons ensuite de ce que nous pouvons voler. Nous ne volons pas, précise Tan. Nous leur offrons un espace supplémentaire.